On va parler de ce sujet difficile, de savoir si la photographie, les images, d'ailleurs il faudra peut-être faire une distinction entre les deux au cours de cette table ronde, peuvent accompagnent ou est-ce qu'elles initient, est-ce qu'elles documentent les évolutions, les changements sociétaux. Alors il suffit de regarder la une de Libération hier avec cette image d'un jeune homme qui a été touché par un tir de LBD, donc sur les images de violences policières, ou récemment le livre de Roberto Saviano, En mer pas de taxi, qui pose la question de photographie et migration. Comment est-ce que les photographies nous renseignent ou peuvent nous faire prendre conscience de ce qui se passe en Méditerranée, les collages contre les féminicides. Enfin bref, je pourrais continuer comme ça pendant toute la table ronde. Ce serait pas très intéressant, mais pour voir que chaque jour, les évolutions de la société se retrouvent dans les images. Elles sont accompagnées par elles, parfois même peut-être donc provoquées par ces images, ce qui pose la question de leur statut, qu'elles soient documentaires, journalistiques ou artistiques. On se demande toujours donc si même elles peuvent provoquer ces changements ou si elles se contentent de les accompagner. Une chose est sûre, c'est que l'époque évolue et les revendications de visibilité de celles et ceux qui ont longtemps été invisibilisés, comme on dit, se fait de plus en plus pressante et être visible, comme si être visible pouvait en soi déjà être une réponse à la discrimination. Et donc pour parler de ces questions, 4 invités, 3 sont présents pour l'instant, le 4e va nous rejoindre. Marie Robert, vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay. Vous avez à ce titre beaucoup réfléchi à la photo féminine, à la photo de femme, vous nous direz, enfin aux photographes femmes. Vous avez organisé des expositions sur le sujet. Jean-Loup Pivin, qui est architecte, critique et fondateur de la Revue Noire, qui accompagne depuis longtemps la photographie africaine et permet de la connaître, et plus largement d'ailleurs des artistes africains. Et enfin Smith, qui est artiste, chercheur et photographe. On peut dire photographe, Smith ? Absolument, entre autres. Entre autres, vous nous direz, Smith, quel est votre rapport à la photographie. On commence avec vous, si vous le voulez bien. Rendre visible, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Smith ? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire donner une visibilité à quelque chose, à des personnes, à des identités par exemple, à des réalités qui ne l'étaient pas auparavant. Et je pense que c'est une des tâches de la photographie. Enfin, en tant que photographe, c'est la mission que je me donne souvent, c'est-à-dire rendre visible des choses qui n'appartenaient pas à ce domaine-là, à ce registre-là auparavant. Donc dans mon travail personnel, il a d'abord été question de rendre visible des identités qui étaient presque sans référent. Je parle des identités trans, des identités queer en particulier. C'est aussi un travail qu'on a poursuivi en tant qu'éditeur avec la revue The Eyes et avec Nadège Piton et ce numéro qui est intitulé Transgalactique, met en avant des écritures de photographes trans et queer. Et par ailleurs, d'autres dimensions de mon travail essayent d'aborder, avec notamment la photographie, mais aussi d'autres outils, la vidéo, des installations plus interactives, la question d'apporter, de faire transparaître dans le domaine du visible des choses qui n'y étaient pas, comme les fantômes, le cosmos, des choses comme ça. Mais est-ce que le fait que cette demande de visibilité soit vraiment devenue une demande sociale, politique plus forte ces dernières années, ça paraît assez évident, est-ce que ça change pour vous votre travail ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'accompagner ce mouvement, de l'initier d'une certaine façon ? En tant que photographe ? En tant qu'artiste, photographe, ouais. Alors, peut-être que la singularité de mon expérience, c'est que je n'ai pas cherché à le faire. C'est-à-dire que au début de ma carrière entre guillemets photographique, donc c'est-à-dire quand j'étais à l'école de la photographie, où on nous demande en tant qu'étudiant de produire des images, de produire des séries et de rendre intelligible un discours sur ces images. Moi, ce que je faisais, c'était simplement que je photographiais d'une manière presque documentaire ma vie quotidienne comme j'avais fait depuis toujours. C'est-à-dire, c'était un travail de journal qui, en entrant à l'école, s'est un petit peu solidifié. J'ai appris la technique photographique, j'ai acquis une culture photographique que j'avais pas forcément avant, et donc j'ai
pu voir que les images que je produisais, qui étaient essentiellement des portraits des personnes qui m'entouraient, n'avaient pas vraiment d'antécédents. C'est-à-dire que les personnes qui m'entouraient, qui étaient des personnes réelles, qui étaient les personnes que je fréquentais, qui étaient des personnes queer, trans, à l'époque, on n'avait pas le vocabulaire qu'on peut utiliser aujourd'hui comme queer, non-binaire, même transgenre, intersexe. C'est des mots qui étaient absolument inaccessibles au grand public, uniquement aux personnes concernées et encore. Et que si je voulais trouver des référents dans l'histoire de l'art d'existence auxquels je pouvais identifier la mienne, alors il fallait que je fasse vraiment un travail d'archéologue, c'est-à-dire que rien n'était mis spontanément à ma disposition. Et donc j'ai commencé à photographier donc, les personnes qui m'entouraient, et ça a, au fur et à mesure, au fil des années, construit un corpus que j'avais pas identifié de manière stratégique comme quelque chose qui allait devenir une possible visibilité de ces identités-là, mais qui en fait l'est devenue de fait, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'antécédents. Et avec Transgalactique, on a essayé justement de faire cette archéologie et de voir qu'il y avait des artistes qui auraient pu être des références si seulement ils m'avaient été rendus disponibles en termes de visibilité dans les institutions, dans les bibliothèques, dans les revues d'art, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. Ah bah justement, puisqu'on parle de revue d'art, Jean-Loup Pivin, est-ce que à la fondation de la Revue Noire et dans son histoire, cette question de rendre visible une photographie qui vous est chère, qui est la photographie africaine, est-ce que ça a évolué justement avec la façon dont la société posait aussi la question de la visibilité des Noirs en France, par exemple? Oui, non, ça a évolué, mais ce qui a vraiment évolué, c'est pas tant la photographie, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de photographes en Afrique. C'était par contre les médiums pour pouvoir les diffuser. Et le jour où il y a eu Internet, ça a tout changé. Je veux dire que le problème, c'est pas tant de photographier ou de faire de la photo ou pas. Le problème, c'est de savoir où on la met, cette photo. Et vous parliez de Libération, c'est bien, sauf qu'il n'y a plus personne qui lit Libération. Alors que dès que vous foutez une image sur Internet, vous avez 1 million de personnes qui vont trouver ça génial, s'ils trouvent ça génial. Donc on est dans on a des outils de diffusion qui est formidable. Nous, quand on lance Revue Noire en 1990, on nous dit qu'il n'y a pas de photographe en Afrique. Tous les grands spécialistes qu'il y avait ici, d'ailleurs, ou ailleurs, je veux dire, tous les grands chercheurs et critiques du monde entier nous disaient qu'il n'y avait pas de photographe en Afrique. Sauf qu'il y en avait des dizaines de milliers. Et parmi ces dizaines de milliers, il y avait des gens géniaux, bien sûr, comme partout, quoi. C'est normal. C'est comme quand on faisait une histoire de la photographie qui était reconnue par le monde entier. On s'apercevait qu'il y avait des continents entiers qui n'étaient pas dedans, quoi. C'était l'histoire mondiale de la photographie, mais l'histoire sans l'Afrique, sans l'Asie, sans l'Extrême-Orient, sans une partie de l'Amérique latine, enfin bon, sans rien, quoi, finalement. Donc, c'est vrai que le jour au lendemain, alors nous, quand on fait cette revue, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de rien. Donc, effectivement, rendre visible, c'est effectivement, ça devient la revue qui devient un outil de visibilité, c'est pas la photographie. Ça devient effectivement un outil de visibilité pour la photographie ou pour les artistes africains d'une façon générale. Puisque toutes les expressions, nous avons traité toutes les expressions artistiques en Afrique, qui ont été une révélation sur le côté contemporain de l'Afrique, contemporain et urbain. Mais à part ça, ça touche la question, c'est que c'est pas faire de la photo ou pas faire de la photo. C'est pour ça que je dis la question n'est pas la photo, la question c'est l'image. Et la question c'est les outils de diffusion de l'image. Et aujourd'hui, c'est ça qui pour vraiment pose le plus de problèmes. Tu parles de revues d'art. Oui, mais plus personne n'achète des revues d'art. Déjà, non, c'est vrai que c'est effrayant. Je veux dire, de voir les tirages aujourd'hui de toutes les revues, de tous les trucs, ça devient un peu pitoyable. Alors, ça reste un truc de connaisseurs, de groupes, etc. Mais c'est plus... Je veux dire, on voit bien que tout le monde se bat pour continuer à faire exister la publication papier. À part ça, on sait qu'on a des outils tous formidables qui sont devenus effectivement numériques et matériels et qui permettent à tous les artistes qui ont envie de se montrer de n'importe quel point de la planète peuvent le faire. Donc c'est tout d'un coup formidable. Tout d'un coup, il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui existent grâce à cette nouveau. Donc le problème n'est plus tellement la photographie en elle-même, mais vraiment la problématique de l'image qui, elle, effectivement, est de moins en moins... parce qu'il y a une revue, ça a une philosophie, ça a une esthétique, ça a une suite de choses qui fait qu'effectivement, quand on publie quelque chose, on sait ce qu'on fait et les gens savent pourquoi on publie quelque chose.
sur Internet, on ne sait pas. Je veux dire, on va voir des trucs, on va voir des sites, de temps en temps, on ne sait même pas de quoi il s'agit, et on trouve des trucs formidables dedans, puis ensuite des trucs immondes à côté. Enfin, on sent bien qu'il n'y a pas forcément des lignes éditoriales qui sont aussi claires. Mais bon, ça se structure de la même façon, il y a des choses qui se font. Et pour moi, c'était ça de dire que des milliards d'images qui sont prises tous les jours ne font pas que la photographie est remise en question ou pas. La question de la photographie ne se pose pas, presque. On a un travail d'artistique de photographie ou un travail artistique d'art de façon générale, que ce soit de façon quel est l'artiste aujourd'hui qui ne fait pas de la photographie, de la sculpture, des installations, des performances. Je ne connais plus un artiste des nouvelles générations qui fasse pas 10 000 trucs à la fois. Donc je veux dire, la photographie pour moi n'est peut-être plus un sujet mais il y a un milieu, et c'est le milieu qui fait que la photographie existe. Avec ses chercheurs, avec ses architectes, etc. Bon, on y reviendra, je pense que ça fera réagir évidemment les différents intervenants de cette table ronde. Il faut bien polémiquer, autrement. Il faut un petit peu, en tout cas, il faut discuter. Ça sert à rien. Autrement. Polémiquer, on verra. Marie-Robert, je le disais, vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay, donc vous avez un regard sur le temps long, on peut dire, sur cette question de l'histoire de la photographie. Quand vous vous intéressez aux femmes photographes, c'est encore un enjeu de visibilité, de rendre visible quelque chose qu'on pensait qui n'existait pas, comme disait Jean-Loup Pivin pour les artistes africains. On se disait, bon non, des femmes photographes au 19e siècle, ça n'existait pas. Bah oui, tout à fait. En fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, depuis une vingtaine d'années, on est en train de découvrir un autre continent. Alors, c'est pas un continent géographique, mais c'est un continent la question du genre, la question de la contribution des femmes à l'histoire de la photographie. Et là aussi, ce qu'on constate, c'est que la moitié de l'humanité n'a pas été jusqu'à présent intégrée dans les histoires de la photographie. Et comme André Gunther arrive, tout le monde se tourne autour de lui, je ne sais plus. Non, mais allez-y, oui, donc vous parliez de... Voilà, André Gunther s'assied à table, ça vous a perturbé, c'est bien normal, Marie-Robert. De toute façon, ma question portait sur, pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc Pivin, sur le fait que, voilà, on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas de photographes africains. Quand on se penche sur la question, on en trouve des milliers. Vous, votre sujet, c'est la question des photographes femmes, notamment au 19e siècle, au moment de l'essor, de l'invention de la photographie. Et donc, c'est encore un enjeu de rendre visible ce qu'on pensait invisible. Oui, tout à fait. Alors, il y a une petite dizaine d'années, à l'initiative de l'ancien président de l'établissement Musée d'Orsay, Musée de l'Orangerie, Guy Caucheval, on a présenté une exposition qui s'intitulait « Qui a peur des femmes photographes ?» Guy Caucheval, à l'époque, était quelqu'un qui était très ancré autour des questions de société, qui a une programmation assez audacieuse, justement, autour de la représentation du corps masculin nu, et en filigrane l'homosexualité d'artistes. Il avait aussi, à la même époque, pensé une exposition sur les images et les imaginaires de la prostitution, et comment, précisément, entre autres, la photographie avait été un support de l'industrialisation de l'érotisme au XIXe siècle. Et donc, à la même époque, il propose une exposition sur les femmes photographes, parce qu'il a été très marqué par le projet qui avait été piloté par Camille Morino au Centre Pompidou, et à la Centre Pompidou, qui consistait à reconsidérer l'histoire de l'art, de façon générale l'histoire moderne, à travers la production des femmes. Et donc, un défi qu'il nous propose, à mon collègue Thomas Gallifou et moi-même, c'est de considérer la contribution des femmes à l'histoire de la photographie. Et là, effectivement, c'est un continent qui s'ouvre, à la suite évidemment de recherches, de rencontres, d'explorations un peu tous azimuts. Et on se rend compte que les femmes ont été des praticiennes dès les débuts de la photographie, donc tout milieu du XIXe siècle, sur un très grand nombre de continents, et qu'il y a une incidence de l'identité sexuelle sur la production. Mais vous choisissez d'intituler cette exposition « Qui a peur des femmes photographes ?» C'est donc bien qu'il y a un enjeu qui est aussi un enjeu politique, en quelque sorte. Absolument. Marie-Robert. Qui a peur des femmes photographes? Alors, c'était aussi un titre un peu alambiqué, polysémique, qui se voulait provocateur.
qui était une référence à un film de Mike Nichols qui montrait un couple en train de se déchirer, le fameux couple d'ailleurs d'Elizabeth Taylor et pas Tim Burton, mais Richard Burton, donc qui mettait en avant les problématiques de rapport de sexe et qui aussi faisait référence à cette grande écrivain féministe, Virginia Woolf. Who's Afraid of Virginia Woolf, c'était... oui, c'est ça, Who's Afraid of... Qui a théorisé le fait que pour produire, pour être un artiste ou une artiste, il faut une chambre à soi au sens à la fois très concret des choses et puis symbolique. Il faut un espace, il faut des moyens, etc. Voilà, donc ce titre nous invitait à réfléchir, en fait, est-ce qu'on a eu peur des femmes photographes? Qui en a eu peur? Pourquoi? Et manifestement aussi, non seulement les pères et les contemporains de ces femmes, les journalistes, mais aussi les historiens. Et c'est à ce titre-là que voilà, on avait un rôle à jouer en tant que professionnel, c'est d'explorer la façon dont les historiens ont parlé ou n'ont pas parlé ou invisibilisé en fait la contribution des femmes à cette histoire. Je vous remercie parce que vous faites chacun la transition vers l'intervenant suivant, puisque un historien il a fini par arriver. André Günther, je rappelle que vous êtes historien, que vous enseignez à l'EHESS et que vous êtes spécialisé de l'histoire de la photographie notamment et de l'histoire des images. Vous avez aussi un blog où vous interrogez sur l'actualité des images. Et puisqu'on s'interroge sur la fonction de la photographie, la fonction des images, est-ce qu'elles sont là pour commenter, illustrer, documenter, accompagner les changements de la société, ou si elles peuvent aussi être considérées comme étant au fondement, c'est-à-dire que par exemple on pourrait se demander que si la crainte que suscitent les femmes photographes, c'est pas aussi la crainte de voir des femmes s'emparer des moyens de la technologie moderne, et donc prendre place et devenir visible dans la société. André Günther, alors est-ce que vous avez une réponse à cette question? À cette interrogation complexe. Merci. Bon, on a encore une bonne heure, c'est pour ça que je pose des questions difficiles. Parce bonjour à tous, merci et mille excuses pour mon retard. Je reprendrai peut-être un mot que vous avez employé, qui est le terme d'identité. Et je pense que c'est un terme qui explique peut-être beaucoup de choses de ce qu'on appelle souvent l'explosion des images, le flux d'images, enfin tout ce qui est arrivé avec les technologies numériques. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a un mode d'explication qui est surtout technique. Enfin ça c'est depuis au fond le début de l'histoire de la photographie, bien sûr c'est une technologie. Et donc c'est vrai que nos schémas de compréhension de cette histoire sont imprégnés du modèle technique. Et donc, quand le numérique est arrivé, finalement, on a appliqué le même type de schéma en se disant, après tout, c'est normal, on a des outils qui le permettent, donc c'est normal que les gens vont produire plus d'images, vont s'exprimer par l'image, et vont projeter leur identité par ce moyen. Alors, c'est quand même une explication qui est assez insatisfaisante, et qui surtout est tautologique, parce que en fait on n'explique rien une fois qu'on a fait ce constat. Alors je pense qu'il faut peut-être remonter un pas plus loin, et moi je vous proposerais, voilà, je me suis un peu cassé la tête là pour la séance d'aujourd'hui, je me suis dit, comment ça marche finalement? Alors je vous propose une hypothèse qui est plus politique. Alors pour la poser, il faut reprendre un exemple, par exemple le livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui a été beaucoup discuté, qui est très controversé, voilà, mais qui oppose donc grosso modo race et classe, en dessinant à peu près la thèse suivante, la race, donc la catégorie race aurait pris la place de la catégorie classe, il ne faut pas se tromper hein, dans les assonances, et voilà, donc pour Beau et Noiriel, c'est un problème, il faudrait revenir à une catégorie plus politique, et se défendre de cet accroissement des identités, parce que c'est pas seulement la race, hein, voilà, c'est au fond toutes les identités de genre, de revendication de droits homosexuels, etc., etc. Alors, si je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses de Beau et Noiriel, je pense en revanche qu'ils ont raison sur le symptôme. Je pense qu'effectivement, ce qui dessine,
c'est-à-dire en effet, pas une disparition bien sûr, mais un affaiblissement de la catégorie de la classe, et au-delà de quelque chose que nous connaissons tous, que nous vivons tous, qui est un affaiblissement, je dirais, du politique, des structures, disons, de partis, et de toute l'ancienne représentation telle qu'elle a été forgée au XIXe siècle, et qui a connu effectivement de sérieux chaos et dysfonctionnements au XXe siècle. Je pense que c'est à cause de ces dysfonctionnements, et on ne va pas rentrer évidemment dans cette discussion-là qui nous amènerait trop loin, mais que autre chose s'est installée entre-temps, qui est les politiques de l'identité, comme on dit en américain, identity politics, c'est-à-dire des formes de revendication plus proches de l'individu, qui venaient finalement pallier à une défaillance qui était celle du politique en général. Alors, je pense que cette hypothèse-là explique beaucoup de choses si on se pose la question des images. Parce que, effectivement, si vous vous mettez du côté de la revendication de l'identité, vous comprenez qu'effectivement, une image, c'est très facile avec une image de dire « je ». On parle de témoignage, on parle d'alerte, on parle... Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'un témoignage? C'est bien sûr son caractère personnel, le fait qu'il restitue une expérience qui est celle de l'énonciateur. Alors, avec les outils que nous avons, en effet, premièrement, c'est facile de faire une image qui dit « je ». Et ça, je pense que, voilà, dans un cadre qui favorise, je ne dis pas que ça concerne toutes les expressions et les usages des images, mais je pense qu'effectivement, cet usage aujourd'hui est majeur dans un contexte qui accorde beaucoup d'importance à l'énonciation personnelle et qui, au contraire, va mettre de côté ou manifester beaucoup d'hostilité à, disons, des manifestations plus politiques, plus globales, ou en tout cas une certaine forme de collectivité. Donc une image qui dit « je », voilà, c'est facile de faire passer ce message d'une image située, d'une image signée. Toutes les images sur Internet sont signées. Donc ça, c'est une première valeur très, très importante. Deuxièmement, les identités ont cette particularité d'être identifiables et reconnaissables à travers des signaux d'apparence, de corps. Par exemple, pour les identités de genre, voilà, la question du corps, chez les féministes, elle est très importante. Voilà, bien sûr, pour ce qui est de la race, c'est tout à fait évident aussi. Voilà, c'est intéressant de voir que du côté des revendications des droits homosexuels, on va trouver aussi des marques d'apparence. Et donc, bien sûr, une image, de ce point de vue-là, c'est formidable. Une image incarne une identité. C'est très facile de montrer et d'incarner une identité avec des images. Deuxième point fort. Et le troisième point fort, c'est évidemment la dimension politique. C'est le fait que, sur les réseaux sociaux, une image qui a un sens politique, ou qui est lue avec cette signification, elle va bien sûr appeler, elle va aller à la rencontre de ses destinataires et de ceux qui partagent cette identité et qui vont vouloir la rediffuser, la commenter, la viraliser. Donc, voilà, quelque chose qui est cette amplification des réseaux sociaux, qui est un mécanisme qu'on a décrit sur un plan technique. Mais encore une fois, non, je crois qu'il faut restituer la dimension politique pour comprendre son succès. Voilà, la visibilité de l'image lorsqu'elle se manifeste dans ce cadre est évidemment un troisième atout formidable. Donc voilà, je pense qu'on comprend beaucoup mieux de ce point de vue-là, et à partir du pôle de l'identité, pourquoi les images sont intéressantes et rencontrent un tel succès aujourd'hui de façon très générale dans les usages sociaux.
Alors, évidemment, il y aurait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention, André Günther, sur lesquelles on pourrait rebondir. Mais malgré tout, Smith, j'avais envie de vous entendre sur cet énoncé d'André Günther. En fait, faire l'identité, ce rapport entre image et identité, il est presque facile, dit André Günther. C'est facile de faire une image, c'est facile de revendiquer une identité à travers une image. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, puisque c'est aussi au cœur de votre travail, c'est-à-dire c'est d'accompagner. C'était aussi la question de savoir si c'était posé par Marie Robert, si l'identité de l'artiste finalement est consubstantielle à l'identité de son travail, enfin à ce qu'elle montre ou ce qu'il ou elle montre. Alors, il y a énormément de tentacules par lesquels on pourrait attraper cette question. C'est si vaste que c'est un petit peu difficile de s'y raccrocher. Mais donc là, je parle plus en tant que photographe que par rapport à la revue dont on parlait tout à l'heure, parce que je pense que chaque personne qui est concernée par une identité, déjà rien que cette formulation, elle est intéressante, parce que bon, dans son dernier livre, Je suis un monstre qui vous parle, Paul Preciado dit pourquoi est-ce qu'il n'y a que les personnes minoritaires qui ont une identité? Pourquoi il n'y a que les queers, les homosexuels, les noirs, les personnes précarisées qui ont une identité? C'est bizarre. Quand on parle d'identité, ça sous-entend qu'on parle d'identités qui sont minorisées, qui sont dominées, qui sont invisibilisées, pour reparler de cette question du visible. Ça, c'est une première chose qu'il faut désigner. Et ça sous-entend que ce qui appartient de fait au registre du visible, c'est les personnes qui n'ont pas d'identité, qui ont une identité neutre, universelle. Et donc, on peut mettre un peu les pieds dans le plat, mais ce autour de quoi on tourne, c'est donc la fameuse figure qui semble être une figure de fiction tant on en parle, et qui en même temps, la figure dont on sait qu'elle domine le monde, c'est l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, etc. Et valide, enfin voilà. Et donc, tout ce qui a une identité, c'est ce qui ne rentre pas dans cette définition. Donc, de mon côté, en tant que photographe, je suis aussi blanc, voilà, j'ai un ensemble de privilèges qui font que mon regard est inscrit, enfin, il est situé parfaitement dans mon expérience du monde, dans la manière dont je me présente, etc. Mais toutefois, j'ai été assez tôt justement identifiée je pense que c'était quand j'ai exposé aux Rencontres d'Arles en 2012, c'était la première fois que j'avais une exposition un peu visible, et tous les commentaires qui ont été faits de mon travail tournaient autour d'un aspect qui est pas du tout l'aspect dominant, qui est un des aspects de mon travail photographique, qui est cette question de l'identité de genre. Et d'un seul coup, ça a pris absolument toute la place sur le discours sur l'image, ou sur ce dont moi j'avais envie de parler, ou dont je pensais que mon travail parlait. C'est devenu l'élément absolument central. Je sais pas où je vais en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est comme s'il y avait obligatoirement, lorsqu'on était assigné à une minorité, ou assigné donc à une identité, une obligation presque de produire des œuvres qui relèvent d'un ensemble de peut-être, j'allais dire de clichés, mais en tout cas de choses qui détermineraient mon appartenance à travers ma manière de faire des images à telle ou telle minorité. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Et même, je pensais tout à l'heure à Félix González Torres, à qui justement il a été reproché parfois de pas produire des œuvres qui étaient suffisamment visibles en tant qu'œuvre queer, ou qu'œuvre issue d'une personne qui était aussi une personne latina, qui vivait avec le sida, etc. Et il y a à ce titre un article récemment qui est paru dans la revue Trou Noir, et qui mentionne le travail d'un historien de l'art cubain-américain qui s'appelle José Esteban Munoz, et qui parlait, lui, donc ça fait un peu écho à ce que je disais de Preciado, de désidentité, pour justement désigner les pratiques des artistes queer, noirs, latinos, etc., qui développent des techniques pour ne pas répondre à cette injonction qui est souvent faite aux artistes identifiés comme minorité de produire une œuvre qui visibiliserait cette minorité-là. Et les stratégies de González Torres, par exemple, on les connaît, c'est-à-dire ça s'adresse à la fois au grand public, je pense à son lit affiché dans les vides, affiché sur les panneaux publicitaires. On peut comprendre cette image, qu'on ait le code, enfin la manière de décoder cette image comme étant issue d'une personne qui vit avec le sida, etc. Ou alors, pour quelqu'un qui passe par là et qui voit cette image, c'est quand même une œuvre qui peut vouloir dire tout à fait autre chose. Donc, en ce qui me concerne, je m'inscris plus dans cette filiation-là, c'est-à-dire un travail qui n'est pas conçu stratégiquement pour être un travail politique,
pour revendiquer quoi que ce soit, pour être un travail, comme souvent disent des critiques qui me sont adressées, militants, qui sous-entendent que par le simple fait que j'appartiens à une minorité, par exemple trans, queer, etc., mon travail devrait ne parler que de ça et être visible à partir de cette grille de lecture-là. Or, dans mon cas, c'est pas le cas, et je pense que là, par exemple, dans les travaux les plus récents, lorsque j'en parle ou lorsqu'il en est question, j'aborde absolument pas la question de la transition, des minorités, etc. Je pense que mon approche à moi elle est plus transféministe, on pourrait dire intersectionnelle aussi, c'est-à-dire de prendre en considération quand on s'exprime les dominations un petit peu comme un ensemble qui est interdépendant, que ce soit de genre, de classe, de race, qui concerne les migrations, les maladies, la validité, etc. Mais quand je parle de ces travaux les plus récents, il n'est pas du tout question de ces questions-là dedans. Or, pour moi, c'est évident que ça transparaît dans les images. Le simple fait que par exemple, beaucoup de personnes photographiées sont des personnes trans, sans que j'ai besoin de le dire, de fait, ça rend visible des corps qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas. Mais ça me semble plus au stade où moi j'en suis aujourd'hui de ma réflexion important de le signifier, de le mettre en avant et voilà, je pense que par le simple fait d'être un artiste trans qui produit des images et qui photographie ses pairs, il y a un geste politique qui s'effectue naturellement sans avoir besoin de centrer ni mon discours ni mon travail sur ça. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir dans les institutions, dans les revues, mais aussi dans les écoles, dans le corps enseignant des écoles, des personnes qui appartiennent à ces minorités et qui n'ont pas forcément besoin de se définir que depuis cette minorité-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'était très clair et on comprend bien que si la question du jour c'est la photographie actrice ou témoin des changements sociétaux, on pourrait presque dire la photographie en avance en fait sur les changements sociétaux, puisque vous avez l'air de dire voilà, en fait ces questions qui sont dans le champ de la discussion sociale aujourd'hui, les mots que vous avez employés, d'intersectionnalité, la question la tension entre la race, non pas, encore une fois, il faut le redire, je sais pas qu'on prononce le mot, on m'a entendu comme la race biologique, qui n'existe pas, mais bien comme la catégorie de sciences sociales et des gens qui sont renvoyés à une identité réelle ou supposée. La tension avec la classe, c'en est une autre. Et en définitive, on a l'impression que les artistes sont peut-être au-delà de ça. Jean-Luc Pivien, vous hochiez de la tête sur la question de l'injonction, finalement, à représenter ce qu'on attend de vous, en quelque sorte, en fonction de votre identité. Je peux suivre ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment, pour moi, on ne peut pas on ne se résume pas à son identité. On ne se résume pas à son identité. C'est exactement ce que disaient tous les artistes africains. Nous ne voulons pas être des artistes africains. On veut être des artistes. Donc, il y a d'un côté un mouvement, effectivement, qui tend, effectivement, à révéler des parties qui sont jamais dites. Et on se retrouve dans un phénomène qui, de temps en temps, est devenu quasiment un peu infernal. Où, effectivement, il faut à tout prix appartenir à une minorité pour pouvoir, tout d'un coup, défendre quelque chose et pouvoir l'exprimer. Et il y a une partie de tout le travail artistique ou tout le travail d'expression, on va dire, c'est même pas par travail ici, le travail d'expression, exister, qui n'est pas forcément lié à son identité, ce qui fait qu'on a tous, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, je veux dire tout simplement, on vit ensemble parce que justement on n'est pas résumé à notre identité, on n'est pas résumé à ce qu'on croit être une identité. Par contre, il y a un phénomène, c'est qu'une image n'existe pas en tant que jeu, elle existe en tant que jeu pour soi, elle devient l'image, elle dit nous, elle dit pas je, et elle dit nous dès qu'elle est regardée. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on parle de groupes, de minorités, de machin, à travers l'image? C'est parce qu'elle est regardée et on dit oui, c'est moi. C'est pas, c'est pas le fait de faire des images, c'est le fait de les diffuser et d'avoir des gens qui les regardent et qui disent c'est nous. Donc l'image c'est nous, c'est pas je. Même si c'est une démarche individuelle, même si ce sont des artistes qui le font. Et ce côté, je veux dire, c'est en cela que le monde a changé, c'est qu'effectivement le nous est partagé beaucoup plus lourdement et mondialement qu'avant. Mais c'est la force de l'image. Et l'image, c'était toute la sculpture dans une église, le monde de l'image qui a toujours existé, et même préalable à l'écrit. Donc on va dire que le monde de l'image, qu'il soit photographique ou pas, on s'en fout. Le monde de l'image, il est là, quoi. Il a toujours été là pour dire les choses.
Même la métaphore en littérature, c'est une des choses qui est une image. C'est de la métaphore, quoi. Marie Robert, vous êtes d'accord sur ce que vient de dire Jean-Loup Pivon? Une image, elle dit pas je, elle dit nous à partir du moment où elle est regardée. Et finalement, on a vu ces dernières années évoluer cette question avec l'évolution de la société, peut-être avec ce qui a été dit sur l'apparition de revendications identitaires plus importantes. Ou parlons des femmes, hein, si vous... Il y a beaucoup en fait, à dire ou à réagir à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, on s'est quand même longtemps inscrit dans la tradition à la fois romantique et universaliste, donc de considérer qu'effectivement que l'artiste et le photographe, il parlait au nom de tous, mais c'était au nom essentiellement donc de sa masculinité, de sa blancheur, de son ancrage occidental, et que dans la mesure où maintenant d'autres peuvent prendre la parole et avoir accès à la tribune publique, on se rend compte que finalement cet artiste-là, il n'existe pas, ou il est beaucoup plus pluriel. Et ça me fait aussi penser à la réflexion de Bernard Lahire, qui a théorisé à travers son ouvrage L'homme pluriel ou l'homme multiple, l'homme pluriel, à quel point aujourd'hui aussi on est nourri de cette diversité, et que finalement on est certes femme, on est certes âgé on vit à Paris, on a telle ou telle appartenance, mais on est beaucoup plus que ce que l'on veut voir derrière, ce que l'on nous assigne d'une certaine manière. Quant à répondre à la question de savoir si à travers l'image je dis je ou je dis nous, là aussi je dis je et je dis nous, parce que je parle aussi au nom de personnes qui partagent les mêmes conditions matérielles d'existence, les mêmes itinéraires, voilà. Mais pour les femmes photographes que vous avez eu à redécouvrir, à montrer, Marie Robert, est-ce que vous savez si c'était un enjeu, justement, si c'était un enjeu aussi de se rendre visible en tant que femme, ou plutôt justement de dire, comme disait Jean-Luc Pivin pour les artistes africains, de dire non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être une artiste. Si vous voulez, en fait, parler au nom des femmes photographes, ça a peu de sens, parce que c'est parler quand même au nom d'un très vaste corpus d'individualité. Et d'une certaine manière, il y a autant de positions que de personnes. Donc, je serais bien normal de vous répondre, d'autant plus que si on pense avec le temps long, forcément, les choses ont beaucoup évolué, et une photographe française de la moitié au milieu du 19e siècle n'a pas la même approche par rapport à son statut, sa place dans la société, la condition des femmes, qu'une photographe ougandaise active qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui. Donc en fait, des stratégies ou des façons de concevoir son sexe et son appartenance à un sexe, elle est forcément très différente, évolutive, et finalement je ne peux pas vous apporter de réponse définitive. Il y a des femmes qui ont fait de leur activité artistique, photographique, un enjeu féministe, bien sûr, et puis d'autres pas. Et alors, parlez-nous de ces photographes qui ont fait de la photographie un enjeu féministe. Comment est-ce que ça se passe? Parce que notre question, c'est de savoir finalement si la photographie illustre ou anticipe ou accompagne les changements sociétaux, ou si elle peut provoquer. Est-ce que des images, des photographes ont provoqué des prises de conscience, des changements, des changements? Ce qu'on peut constater, en tant qu'historienne de la photographie, c'est que finalement, pour être photographe et être femme photographe, il faut déjà être émancipée, il faut déjà avoir les outils de son émancipation, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire des études, c'est la possibilité d'avoir une activité professionnelle, c'est une possibilité aussi d'avoir droit à l'expression dans l'espace public, et forcément, l'appareil, c'est un prolongement de ces capacités sociales, politiques qu'on nous attribue. Et donc, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que bon nombre de photographes, femmes, effectivement, avaient un désir d'aller plus loin et d'utiliser l'appareil photographique
à la fois pour témoigner, documenter leur existence et celle de leur père, mais aussi critiquer, reconsidérer, déconstruire. Et on voit bien à quel point dans leur production, il y a des stratégies de contestation de l'ordre établi, de contestation des rapports entre les sexes. Il y a probablement une forme d'empathie, entre guillemets, socialement construite à l'égard de justement des minorités, des invisibles, des personnes qui souffrent, parce que forcément, quand on est en situation de ne pas être dominant, on voit des choses qui échappent aux dominants. Donc c'est vrai que pour les femmes, la photographie, ça a été un formidable outil d'émancipation, de critique, de transformation de la société à un moment donné, de tous les domaines. André Gunther, oui. Alors, oui, je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Marie-Robert, parce que, si vous voulez, en fait, là, ce dont nous discutons, c'est de politique, c'est d'usage politique. Et je voudrais quand même dire une chose, associer politique et image, ça ne va pas de soi. La politique, normalement, son espace, c'est celui du discours. Et l'espace politique au XIXe siècle, et pendant toute une partie du XXe siècle, et pour certains encore jusqu'à aujourd'hui, concerne le discours et ne concerne pas l'image. L'image est une décoration, c'est un autre langage. Alors, ce qui est justement intéressant, c'est de faire le constat. Moi, je suis un observateur, je suis ni pour ni contre, mais je regarde ce qui se passe, et ce que je vois, c'est qu'effectivement, du politique vient se déplacer et s'installer du côté des images, vient se mettre là précisément parce que c'est un autre moyen d'expression, qui n'a pas été occupé par la minorité dominante, qui est l'universel. L'universel aussi, c'est une minorité. Donc simplement, ce qui s'est passé, c'est que les autres minorités ont dit « et nous, nous aussi, on veut être dans l'image, on veut être sur la photo, on veut qu'on parle de nous, on veut avoir des droits, et les mêmes que ceux de la minorité qui revendique l'universel. » Bien, ça c'est sur le schéma politique. Mais donc, bien sûr que c'est très important de faire ce déplacement. Et le déplacement premier, c'est de dire, voilà, je vais utiliser l'image pour avoir une revendication d'identité, c'est-à-dire pour m'inscrire dans un champ qui n'est pas celui de la décoration, du joli, du beau, mais d'une expression politique qui est mon expression politique. Et donc l'autre déplacement absolument fondamental qui accompagne, y compris le passage du discours à l'image, parce que le discours, vous avez dit une chose très importante, c'est... je ne veux pas trahir votre parole, l'expression, je pense, était je ne veux pas parler au nom de telle ou telle minorité, vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est l'ancien discours politique. Le discours universel ne rechigne jamais à parler au nom de tout le monde, et y compris des minorités qui l'écrasent. Pour pouvoir dire « nous », l'expression politique, aujourd'hui, commence par dire « je ». « Je », c'est la crédibilité d'une énonciation qui est très différente de celle qui parlait au nom de tout le monde, hein, et qui écrasait sous sa domination toutes les minorités. Aujourd'hui, vous dites « non, moi je ne veux pas parler au nom de telle minorité ». Chacun va prendre la parole, chacun, chacune, au nom de son expérience, et nous allons écouter ces identités, bien sûr diverses. Hein. Les identités, il y a... Ceux qui sont contre disent on est assigné à une identité toujours biologique au fond. Hein. Toute sa vie, vous êtes d'une identité. Non, bien sûr, c'est faux. Les identités sont plurielles. On circule nous en avons plusieurs, chacun pour soi, et on circule entre les identités. On se déplace. Elles ne sont pas définitives ni des assignations biologiques, y compris les identités de genre, hein, puisqu'aujourd'hui, voilà, effectivement, on se déplace à travers tout ça. Les identités ne sont pas des assignations, ça c'est la vision universaliste qui dit ça. Mais en réalité, les identités sont le lieu d'une expression nouvelle, personnelle, et la valeur de cette expression est d'être située, et de partir d'une expérience. Donc, pour pouvoir être entendu collectivement, c'est-à-dire avoir une valeur politique, il faut aujourd'hui commencer par ne pas parler au nom des autres,
mais savoir dire je et passer par l'image pour incarner, montrer une identité qui passe effectivement par d'autres signaux, pas par des discours et des idéologies, mais par des petits signes d'appartenance, des clins d'œil, des smileys, des choses un peu plus sympathiques, différentes en tout cas. Cette différence-là, je crois qu'elle est ressentie par tous les acteurs aujourd'hui qui font ce déplacement et qui fait qu'aujourd'hui, l'image est devenue un instrument politique comme elle ne l'a jamais été. Mais alors justement, la question, Smith, est-ce qu'elle peut être autre chose? Vous sembliez regretter tout à l'heure qu'en 2012, quand vous exposez pour la première fois à Arles, on ne regarde vos images que avec cet œil finalement politique, c'est-à-dire de la revendication, de l'affirmation d'une identité trans en l'occurrence. Et donc la question qui se pose, c'est, vu qu'on s'interroge sur comment la photographie, l'image accompagne les évolutions de la société, c'est est-ce qu'une image peut désormais être autre chose qu'une revendication politique, autre chose qu'une revendication d'identité? De toute façon, c'est déjà le cas. En fait, je pense que c'est intéressant parce que tout ce qu'on dit, il y a aussi la notion d'époque, d'avancée sociale d'une manière générale. C'est-à-dire que ce que je pensais à l'époque de mon propre travail et ce que j'en disais, c'est pas la même chose que je dis aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que on est dans un moment vraiment de transition et de mutation par rapport à ces sujets qui, même si ce sont des questions qui ont pu se poser dans les années 60, 70, 80, à propos du travail de certains artistes, etc., se posent d'une manière encore différente aujourd'hui. Donc c'est difficile parce que là, on fait comme si on parlait dans l'absolu, alors que la parole qu'on est en train de partager, elle est quand même très contemporaine. Je suis même pas sûre qu'il y a encore 2 ans, j'aurais moi-même tenu ce discours-là. On évolue un petit peu et c'est un discours qui est quand même fortement influencé par ces questions justement d'intersectionnalité, de prise de conscience de l'idée de savoir situer, etc. Ce que je peux en dire, c'est que en fait, c'est comme s'il y avait une tension d'une certaine manière entre à la fois la volonté d'être reconnu pour ce qu'on est et ne pas avoir à avoir honte ou à se sentir illégitime, comme par exemple, je sais qu'il y a énormément en ce moment de les filles de la photo, etc., qui font des sondages sur la place des femmes photographes et aussi leur ressenti. J'ai regardé les questionnaires et c'était: est-ce que, en tant que femme photographe, vous vous êtes sentie illégitime de participer à tel appel à projet, ou est-ce que vous avez été déjà renvoyée au fait que votre travail soit un travail féminin et du coup pas un travail intéressant, etc. Donc il y a à la fois je disais une tension entre une volonté de pouvoir affirmer son identité sans en avoir honte, pouvoir dire d'où on vient, d'où on pense, à partir d'où on crée des images, et que ce soit pas un problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, de pas être en permanence ramené à ça. Mais les images, elles ont quand même, je pense, j'ai un rôle, une mission, peut-être pas, mais en tout cas, pour revenir à la question de notre rencontre, est-ce qu'elles sont témoins des changements sociétaux? Dans The Eyes, on a discuté avec Paul Preciado, qui rappelle justement l'origine, une des origines de la photographie, qui est son ancrage dans les pratiques psychiatriques et aussi criminelles, etc. C'est-à-dire que la photographie sert à identifier l'anormal, le malade, le fou, le criminel, etc. Et qu'il y a eu, dès le début de la photographie, des pratiques, donc Preciado cite Magnus Hirschfeld, par exemple, qui ont consisté à retourner justement ce regard criminalisant, exotisant, par exemple Hirschfeld, qui a commencé en tant que psychiatre et homosexuel, et aussi juif, à photographier ses patients qui devenaient ses amis, et donc à produire comme ça un corpus qui a été perdu car brûlé par les nazis, mais d'images de ces personnes qui jusqu'à présent n'étaient vues que par le prisme de la psychiatrisation, etc. Donc du coup, je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais je pense que les images elles ont quand même ce rôle, la question initiale de la visibilité, rendre visible certains corps qui jusqu'à présent ne l'avaient pas été, ou ne l'avaient été qu'à travers un prisme dominant. Aujourd'hui, on a la possibilité, les minorités ont la possibilité de s'exprimer, d'utiliser cet outil parce qu'il est de plus en plus démocratique, parce qu'il y a aussi Instagram, parce qu'il y a toutes ces pratiques-là qui permettent aux personnes qui sont assignées de fait à une minorité de prendre en charge
la propre narration de leurs expériences, de vie, etc. Toutefois, ça n'a pas besoin d'être le sujet de leur travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme noire précarisée, par exemple, produit un travail photographique, ce sera un regard sur sa propre vie qui sera singulier, qui sera jamais le même qu'un photojournaliste qui viendra d'un autre pays pour photographier son existence. Et donc, je pense que toutes les initiatives, que ce soit des expositions, des revues, enfin peu importe, qui donnent justement la parole, l'espace de visibilité, que ce soit un portfolio dans une revue, une invitation qui est faite dans une conférence, une invitation dans un festival, à ces pratiques-là, contribuent à cette visibilité et donc à bâtir finalement des subjectivités politiques, puisque d'un coup, elles sont visibles. Donc elles existent. Tant que ça n'existe pas, comme je le disais tout à l'heure, quand moi j'arrive étudiant queer comme ça et qui essaye de retrouver des références possibles, où on me propose comme référence uniquement les grands noms de l'histoire de la photographie, qui sont tous des hommes, qui sont tous blancs, qui sont tous hétérosexuels, etc. Et que quand j'essaye d'arriver avec mes propres références qui viennent du queer, etc., et qui ne sont pas du tout considérés comme des artistes valables, mais comme des militants, ou comme des artistes queer, donc pas des artistes universels, donc pas tout à fait des artistes, eh ben, il y a toute une partie de ma culture qui est invisibilisée. Et donc ce travail-là, j'ai dû le faire de mon côté. Ça m'a pas été enseigné. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un séminaire aux Beaux-Arts de Paris, dont je crois que le titre était classe, genre, race, etc. Il y a 10 ans, ça existait aux États-Unis. Je ne pense pas qu'en France, il y avait de telles choses. Mais c'est en train de changer. Donc c'est pour ça que je rappelais qu'on est en train de parler à une période qui est charnière, qui est singulière, et où on peut avoir tout un vocabulaire et des échanges qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Oui, on a même les mots pour dire des choses qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Mais juste un mot, André Günther, parce que au passage, Smith qui a dit beaucoup de choses, a dit quelque chose d'intéressant. Elle a rappelé la fonction de la photographie aussi pour classer, identifier, par exemple, les fameuses photos de fous. Mais on a ressorti récemment aussi, je pense à un livre aux éditions de La Découverte, Combattre, punir, photographier, Empires coloniaux, un livre de Daniel Folliard qui est publié en 2020, mais il y en a plein d'autres sur la photo coloniale. Donc on sait que la photographie peut être un objet, ou en tout cas un outil d'émancipation, mais ça a aussi été dans son histoire un outil pour classer, identifier et comment dire, enfermer les sujets qui étaient photographiés. Pendant peut-être une majeure partie de son histoire, la photographie a été au service des dominants. Et ce qui se passe elle aujourd'hui, n'accompagnait pas, elle empêchait l'évolution. Ouais. Non, mais je veux dire, ce que nous sommes en train de décrire n'est pas une évolution de la photographie, c'est une évolution de la société dans laquelle est la photographie. Et donc la photographie est un instrument parmi d'autres, de ces évolutions que nous essayons de décrire. Donc il n'est pas du tout étonnant d'abord que des formes anciennes de photographie aient effectivement participer de l'exercice du pouvoir et de la surveillance. Et puis, il faut bien aussi ajouter qu'aujourd'hui, bien sûr, ces formes continuent d'exister et que, à travers les algorithmes, la reconnaissance faciale, etc., nous sommes encore sous l'œil d'un certain type d'image. Maintenant, c'est pour ça que je parlais de l'image qui dit « je ». Toute la question est de savoir qui fait l'image. Donc, bien sûr que si c'est un pouvoir policier, l'image va servir à réprimer, à opprimer. Alors que si c'est moi qui fais ma propre image pour afficher comme je manifeste dans la rue, brandir une pancarte, évidemment, son sens ne va pas être du tout le même. Donc, peut-être que là, la confusion vient du fait qu'effectivement, nous avons un terme pour nommer toutes ces catégories et on emploie le terme d'image. Il faudrait plutôt qu'on parle des acteurs. De qui produit l'image. Et ce qui s'est passé, en particulier avec les outils numériques, mais je veux dire, c'est quelque chose que la photographie, comme technique, a ouvert. La photographie est arrivée pour multiplier les énonciateurs, les producteurs d'images, qui étaient une minorité beaucoup plus restreinte auparavant. Et puis, à la fin du XIXe siècle, la photographie amateur, etc. Alors, cette évolution-là, elle continue aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'énonciateurs.
en réalité. Il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, pas seulement avec la photographie, parce qu'on continue aussi à parler, à écrire et à dire, mais s'emparent également des images pour se présenter et se représenter. Et donc, c'est cette pluralité aujourd'hui on parle de minorité, vous voyez, c'est quand même... Et l'opposition qui est aujourd'hui l'opposition structurale est effectivement entre universel et minorité. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de minorité? Sinon parce que tous ces groupes qu'on ignorait, dont on ne parlait pas, qui ne faisaient pas partie des livres d'histoire, sont apparus sur la scène. Personne n'est venu les chercher, ils sont venus tout seuls. Ils sont venus parce qu'on ne parlait pas d'eux, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, parce que, comme vous l'avez dit, voilà, vous n'étiez pas dans la photo. Alors, donc, on vit cette évolution. Je suis absolument d'accord que c'est en travail, c'est en cours, c'est pas fini. Et on voit les dégâts, les conflits, les débats que ça produit tous les jours. Hein. Voilà, à chaque fois qu'on a des paniques morales, des énervements, des mises à l'index de minorités et inversement des revendications. Voilà, c'est tout ça qui se travaille. Moi, je suis frappé par, si vous voulez, le fait que cette pluralité, c'est merveilleux quelque part. C'est-à-dire, la comparaison qui me vient en tête, c'est presque le règne naturel, c'est-à-dire l'extrême diversité qu'on trouve dans la nature. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je la trouve dans les images et dans les discours. C'est-à-dire que l'écoute et la vision de toutes ces différences qu'on ne prenait pas en compte il y a en effet encore 10 ans ou 20 ans, et qui apparaissent et qui se manifestent. Alors, il y en a que ça dérange, il y en a que ça bouscule, et puis tous les autres sont plutôt contents de voir apparaître toute cette richesse, toute cette diversité qui avant avait du mal à se manifester. Donc, premièrement, c'est tout à fait normal de la voir apparaître dans l'image. Ça serait une drôle de... Enfin, voilà, l'image ne serait pas une représentation si on ne voyait pas aussi apparaître cette diversité dans l'image. Mais je pense que ça va au-delà et que, comme je le disais tout à l'heure, l'image aujourd'hui est un instrument de témoignage, mais donc aussi d'action. C'est-à-dire que c'est les deux, hein, indissociablement. Témoigner, c'est agir. À partir du moment où vous mettez sur la scène de l'histoire, en tant que témoin, c'est comme dans un jury. Hein. Le témoin vient devant la barre, énonce son témoignage et il change la façon de comprendre l'événement. Marie-Robert ? Oui, ça fait simplement penser au fait que finalement, il y a un accroissement des locuteurs ou de l'expression dans l'espace public, mais il était déjà là en fait. Et je crois en ce qui concerne les femmes, pour ce que je connais, c'est que d'emblée, les femmes praticiennes, entre autres, ont pensé le dispositif. La question ontologiquement voyeuriste, impérialiste du procédé photographique. Mais cette pensée-là, cette théorisation, en fait, elle a été invisibilisée. Parce que dès le XIXe siècle, pratiquement sur tous les continents, elles ont produit du savoir, elles ont produit de l'analyse, de la réflexion sur le médium photographique. Mais ça, on l'a oublié. Et c'est intéressant aujourd'hui de le reconsidérer. Et j'imagine que c'est la même chose du côté aussi des minorités visibles. Voilà, il y a eu quelque chose à un moment donné qui a disparu de nos mémoires et de nos histoires. Il y a une sorte de croisement. Hein, c'est effectivement l'affaissement d'un système de représentation ancien qui est en train de s'affaiblir très, très nettement, pendant que l'autre, voilà, que la diversité monte. Et vous avez tout à fait raison de souligner le rôle des femmes et des féministes, ou des féminismes. Moi, je dirais que... Parce que la plupart des mots que vous avez employés, j'aime bien quand vous avez dit, oui, c'est des mots qu'on n'aurait pas employés il y a encore quelques années, et peut-être parce qu'on est un peu en retard, et moi, je le suis, très clairement, mais ce sont des notions qui nous viennent des théories féministes. C'est-à-dire que la plupart de l'exploration, justement, et des théories antiracistes, hein, il faut bien le dire, mais je pense que le féminisme a vraiment joué un rôle fondamental, en particulier sur les images. Peut-être aussi parce que c'était ce langage différent,
mais que justement cette différence, elle a été mieux perçue, mieux comprise et mieux interprétée par des théories. Voilà, le male gaze, c'est quand même incroyable. Le male gaze, donc le regard masculin. Alors, moi, j'appellerais plutôt les ça habitudes de la radio vision patriarcale, tu vois. Le regard masculin, c'est pas tout à fait le regard masculin, mais oui, patriarcal. Hein, donc la théorie du male gaze, qui porte sur le cinéma hollywoodien, c'est tout de même incroyable que personne n'ait formulé avant, parce que de fait, voilà, ça crève les yeux, c'est le cas de le dire. Donc, à partir du moment où, mais ce sont les féministes qui ont apporté ces outils, et aujourd'hui ces outils ont diffusé, et on les a intégrés, on se les a appropriés, et du coup, effectivement, ce qui a changé, c'est pas seulement les images, c'est pas seulement le fait qu'il y ait plus d'acteurs, effectivement, qui manifestent plus de points de vue, c'est aussi qu'on a changé la vision sur les images. Le male gaze, c'est une vision. Et l'idée du male gaze, déjà, c'est de dire nous n'avons pas tous la même vision des images. Hein, il y a un regard masculin et c'est pas le même que celui de tel ou tel groupe. Ah oui, ah bon, tu rentrais au musée du Louvre, tout le monde était supposé voir de la même façon les Hubert Robert. Ah non, il y a des visions. Ça c'est une révolution et je pense que c'est effectivement aujourd'hui une des révolutions qu'on est en train de vivre et qui est au travail, et qui est qu'on découvre pas seulement des images, mais des visions sur les images, et c'est ce que fait Folliard, par exemple. Folliard sur les images... Donc le livre dont je parlais tout à l'heure, le livre des sur le colonialisme, qui est une formidable histoire du colonialisme visuel, et donc il travaille sur des images qui n'ont pas du tout forcément été faites par des antiracistes, mais par... les pouvoirs coloniaux. C'est-à-dire, c'est des images de surveillance, ou c'est des images de contrôle, hein. C'est des images d'oppression. Mais ces images, ensuite, on peut modifier leur vision, on peut modifier la façon de les voir. Et Folliard nous montre, d'abord dans l'histoire, qu'effectivement, des images d'oppression ont servi à dénoncer le colonialisme, et que, bien sûr, lui, ensuite, en tant qu'historien, voilà, nous fait voir dans ces images, et moi j'avoue que, parce que je connaissais plusieurs de ces images, j'ai été historien de la photographie du 19e siècle, donc j'ai rencontré ces images, et je ne les ai pas comprises, parce qu'elles sont opaques, et qu'effectivement elles dépendent d'un système de vision. Et donc Folliard explique très très bien, il faut absolument lire ce livre, c'est formidable, mais il nous fait changer de vision sur des images. Donc là aussi, la leçon extrêmement importante, c'est qu'une vision n'est pas attaché à une image. On peut changer de façon de voir. Là, c'est le commentaire, c'est l'explication. Et voilà, ça c'est l'autre dimension évidemment très importante des images d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont toujours accompagnées de légendes, de commentaires et d'énoncés. On voit que la vision, comme le point de vue de celui ou de celle qui prend l'image, sont situés. Marie-Robert, vous vouliez réagir à plusieurs choses, hein, parce que vous avez noté. Autour de la question du male gaze, alors c'est sûr que c'est quand même, il faut rendre hommage aux théories féministes et à tous leurs apports. Souligner aussi qu'elles ont été beaucoup plus en avance à l'université du côté du cinéma que du côté de la photographie. Il y a eu un vrai retard dans ce domaine, dans l'enseignement de la photographie en France. Elles ont aussi apporté, comme vous le disiez, voilà, il y a des choses qui nous sautent aux yeux, mais on les voit pas. Toute la question du sous-texte, en fait. Hein, il y a la photographie, c'est des formes, c'est des motifs, mais c'est aussi des représentations. Et ça, les féministes ont aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait quand même aussi regarder les images et ce qu'elles montraient vraiment. Et je voulais aussi simplement redire à quel point elles ont apporté aussi dans le domaine de la réflexion sur les questions de l'auteur et la dimension beaucoup d'entre elles aussi ont eu des pratiques beaucoup plus collaboratives, plus horizontales, en pensant l'auteur aussi comme un sujet collectif. Et ça vient aussi beaucoup du côté du féminisme. Jean-Loup Pivin, on ne vous a pas entendu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu. Non, je vois qu'on peut effectivement essayer de réduire un champ à des problématiques. De toute façon, c'est toujours très délicat parce qu'effectivement, on
moi je me retrouve à m'occuper, à avoir permis à révéler la photographie africaine dans les années 90, blanc, etc., européen, etc. Et c'est vrai que bon, on a publié 600 photographes, on a fabriqué une partie d'histoire de la photographie africaine. Et à nouveau, si on ne regarde que de l'extérieur, c'est à nouveau le pouvoir blanc, même si c'était Gonefal ou Simon Djamil qui étaient avec nous pour pouvoir travailler pour le faire. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu cette problématique de l'enfermement dans ce qui est... C'est pour ça que je disais, on ne peut pas réduire les gens aussi à une identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute cette espèce d'envie d'échapper à l'identité. À part ça, effectivement, notre travail a été de montrer qu'il y avait un regard fait par des milliers de photographes africains sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a fait des expositions importantes qui ont tourné, qui s'appelaient l'Afrique par elle-même, et qui montraient bien, effectivement, qu'il y avait un autre regard qui venait des gens. À part ça, est-ce qu'il y a des photos à un moment donné? On a publié 600 photographes africains et puis 2 photographes blancs qui étaient Anita Conti, une femme, et Pierre Verger, un homme homosexuel, qui ont voyagé, qui étaient dans ces pays-là, qui avaient un autre rapport aux gens, donc qui était un petit peu différent, et qui ont fait des photographies souvent payées par les gouverneurs coloniaux. Et ces photographies ont été diffusées dans des journaux de l'époque coloniale, enfin coloniaux, de l'époque coloniale, on va dire. Et rentraient effectivement dans les photographies que les gouverneurs avaient ensuite pour pouvoir les diffuser au pays. Donc effectivement, on peut toujours mettre derrière, donc a priori, les photos d'Anita Conti et de Pierre Verger seraient des photos du diable, quoi, en quelque sorte. Et c'est là où il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, autant on avait cherché à révéler un autre regard sur tout un continent, autant le regard que l'on connaissait jusqu'à présent, qui était nourri aussi par tous les journalistes et les grands reporters occidentaux, hein. Je veux dire, il n'y avait pas que Leni Riefenstahl, il y avait tout ce qui paraissait dans Géo, c'était comme une Afrique exotique, c'était pas autre chose. Donc, si vous voulez, moi je suis toujours très embêté avec cette problématique identitaire. Je trouve ça formidable, puisqu'effectivement j'ai adoré quand j'ai vu les premières images de Dan Golding ou des gens comme ça qui tout d'un coup révélaient un monde qui était plus le vrai monde. C'est vrai que j'avais tous les bouquins de Mapplethorpe ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est vrai que tout d'un coup on est content, tout d'un coup d'avoir des choses qui montrent, qui n'hésitent pas à montrer. On n'a jamais trouvé ça en Afrique, sauf qu'on avait trouvé Rotimi Fani Kayode, qui vivait à Londres, ou des photographes qui étaient... là, il y a des jeunes photographes qui commencent à émerger, qui affirment des choses dans ce contexte d'identité, véhiculé justement grâce à nouveau à tous ces réseaux de diffusion qui permettent d'être en contact et de créer des petits mouvements qui chaque fois d'ailleurs posent problème dans tous les pays, parce que ça crée des réactions. Tout ce qui fonctionnait dans le non-dit, qui devient dit, devient une catastrophe quasiment par rapport aux avancées que l'on croirait pouvoir avoir, ce qu'on a en Europe ou en Occident. Tout d'un coup, il y a un mouvement de recul quasiment partout qui est absolument effrayant, quoi. Donc on se dit jusqu'où. Alors effectivement, ce sont des acteurs. On ne va pas dire que ce pas des acteurs. Les images sont des actrices, mais à un moment donné, il y avait à Dakar des mariages gays, par exemple, qui étaient des mariages quasiment traditionnels, qui étaient des caricatures. On ne savait pas si c'était un jeu ou si c'était du vrai ou du faux. Et on devait tourner avec un des cinéastes sénégalais, Boudamedoun Sey, un truc qui s'appelait Le mariage de Tontontier. Et depuis 5-6 ans, avec tout d'un coup les mouvements, je dirais, djihadistes qui rentrent au Sénégal, maintenant il y a une persécution des profs, du moindre dit, tous les auteurs français, puisqu'on est dans les pays francophones, tous les auteurs français, Verlaine, Rimbaud, tout ça, c'est interdit, je veux dire, c'est interdit d'enseignement, quoi. Hein, c'est quand même amusant de voir des choses qui n'existaient pas, où on tolérait justement. Et
Et ce que l'image dit, elle le dit. Malheureusement, il y a le commentaire qui va derrière parfois. Et on préférait qu'elle ne le dise sans le commentaire, quoi, sans qu'il y ait le discours. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent un discours derrière qui, comme par hasard, vient toujours d'Occident. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et les mouvements qu'on voit à droite et à gauche exister sont réprimés. Mais je veux dire, ça devient une horreur pour les gens qui y vivent. Donc tous partent. Je veux dire, tous les gens qu'en ce moment, je veux dire, nous hébergeons, avec lesquels nous avons des rapports, ce sont tous des gens ce sont des jeunes gens, enfin maintenant qui ont peut-être un peu moins jeunes, ils ont maintenant 28 ans, quelque chose comme ça, mais qui ont été obligés de quitter leur pays pour pouvoir ne pas être quasiment lynchés parce qu'ils ont voulu jouer, découvrir et autres, etc. Il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs sur ça, fait par à nouveau un Français dans la région des Grands Lacs, sur l'identité queer. Et c'est donc le problème de l'image qui fait avancer. Je ne sais pas si, à un moment donné, si, dans la mesure où on met l'image avec le discours, si tout d'un coup, ça ne réduit pas la force de l'image et ça enlève à l'image, justement, tout le champ qui permet à l'interprétation de chacun. C'est pour ça, quand je dis « nous », bien sûr qu'une image est toujours faite par un individu et que l'individu ne cherche pas forcément à donner un message. De temps en temps, il faut une photographie pour pouvoir, lui, capter quelque chose d'important dans sa démarche propre. Bon, il y a ceux qui vont le montrer ensuite, mais il faut pas, c'est pas du photojournalisme. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font un travail sur les corps, sur tout ce que l'on veut, sur les amours, sur tout ce qu'on veut, qui n'ont pas forcément ça. Alors donc, c'est toute l'ambiguïté dans laquelle moi je baigne. Je veux dire que moi je veux bien effectivement qu'on essaie de sectoriser des trucs, mais c'est vrai que c'est pour moi un problème de trop dire, on va dire. Pour moi, c'est un problème de trop dire. C'est vrai que je préfère un poème associé à une image qu'un discours. C'est vrai qu'il y avait, je sais pas quoi, le choc des mots et des photos ou l'inverse, je ne sais plus. Mais il y avait un truc qui était comme ça. Et bien moi, j'ai de temps en temps envie de dire, laissez-moi juste les images avec un commentaire le plus sans choc des mots, quoi. Ou qu'on me donne juste des phrases. Il y avait Martine Barra qui avait fait tout un travail à une époque où il y avait des légendes énormes, qui étaient quasiment des morceaux de littérature sur chacune de ces images de Harlem, où elle vivait. Pas Harlem d'ailleurs, je sais plus. Et c'est tout ça, cette ambiguïté. Moi, j'ai envie que l'image reste l'image. Ce qu'elle a toujours été, même quand on allait dans des églises, quand le bon peuple allait dans les églises, il ne savait pas écrire ni lire. Par contre, il savait regarder une image. Et cette image devait lui inspirer quelque chose. Il y a peut-être le discours du curé derrière, ou le discours, au contraire, des gens qui racontaient une autre histoire sur les dragons. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait... Je ne parle pas de nostalgie. Je dis simplement, j'aime bien ce que l'image conserve son rôle d'image, sans qu'on veuille à tout prix, je dirais, trop la disséquer. C'est tout. Mais ça, avant de faire réagir André Günther à c'est un parti pris. Je veux dire, je ne suis pas je ne joue pas les analystes. Je veux dire, je ne joue pas les hommes qui analysent. Je fais partie des gens qui fabriquent des images aussi. Et donc, je fais partie des gens qui font. Parce qu'il y a les gens qui regardent, il y a les gens qui font. Et moi, je fais partie des gens qui font. Donc, je dis des choses par rapport à ce que je pense, et entouré de gens qui font, quoi. C'est tout. Justement, Smith... je n'ai pas de vision universaliste, comme vous dites, mais... Justement, Smith, comment est-ce que vous voyez cette relation qui a émergé? Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais je trouve ça super intéressant. Entre le texte et l'image, justement, André Günther qui dit aujourd'hui, il n'y a plus d'image sans texte, et Jean-Loup Pivin qui dit parfois ce serait quand même bien qu'une image parle par elle-même et qu'on n'ait pas besoin de lui associer nécessairement un texte. Ou autre chose, oui, un poème, une chanson, on a compris, Smith. À partir du moment où la photographie est considérée comme un langage, ce que personnellement je considère, je pense qu'en effet, elle peut se passer de texte, mais
C'est drôle parce que ça me fait... Enfin, il y a plein de choses qui ont été dites sur lesquelles je voudrais réagir. Je crois qu'on n'a plus trop de temps, non? Si, on a encore un quart d'heure. Encore un quart d'heure, d'accord. La première chose, c'était justement sur cette histoire du gaze, du male gaze, etc. Le male gaze, maintenant, ça devient quelque chose dont on a de plus en plus conscience, mais je pense qu'il faut ne pas oublier qu'il y a aussi un white gaze, il y a aussi un cis gaze, un hétéro gaze, etc. Et que quand on arrive à s'en affranchir et qu'on propose d'autres points de vue, un trans gaze par exemple, ça peut produire des images qui sont assez étonnantes. Et à ce titre, justement pour rebondir sur le texte et l'image, on a parlé rapidement, mais évidemment une plateforme comme Instagram fait pour les gens qui sont présuivis, poste une photo et cette photo sera plus vue que n'importe quelle exposition je sais pas, en France ou n'importe où dans un centre d'art, et elle sera plus vue, plus regardée, plus commentée, etc. Et souvent sur Instagram, on poste pas vraiment de texte, on peut poster une légende, mais les gens ont assez peu de temps à y consacrer. Donc peut-être que justement, c'est assez drôle, parce qu'il y a... quand on faisait nos recherches pour Transgalactique, on voulait parler notamment du fait que... Instagram, ça a été une plateforme de diffusion d'images issues de minorités, en particulier de minorités trans, absolument incroyable, et qui devient même un outil d'auto-subjectivation assez fort et assez important. C'est-à-dire qu'énormément de gens commencent par faire des selfies, mettre des filtres dessus, se modifier, se photographier de manière favorable, etc. Donc produire des images de soi comme un préambule à ce qui ensuite peut devenir des traitements hormonaux, des modifications chirurgicales, etc. C'est-à-dire que l'image a en fait cette fonction d'imaginer nos transitions, transformations, mutations, métamorphoses, etc. Donc quelque part anticipe des changements corporels, sociaux qui vont concerner des individus. Et en fait, ça peut être la même chose, je pense, pour certains de ces regards. Donc je pense à ce que j'ai appelé le transgaze, c'est-à-dire que souvent chez les personnes trans, il y a juste ce passage qui consiste à se visualiser, à s'imaginer autrement qu'on ne l'est, dans l'attente que ces changements puissent se produire. Et donc, ça a donné lieu, parmi les artistes dont on a parlé, comme Juliana Huxtables ou Cassids ou des artistes comme ça, à des productions d'images qui sont pas tout à fait étrangères à ce qu'a pu faire Cindy Sherman, à ce qu'a pu faire même avant Marcel Bascoulard ou Claude Cahun, c'est-à-dire créer des images qui sont à la fois des fictions de soi, mais qui sont aussi créatrices de subjectivité politique. Et peut-être que justement, en regardant ces photographes, je pensais à Juliana Huxtable, qui est trans et américaine, qui est noire aussi, et qui est musicienne, enfin qui même dans sa pratique artistique est complètement dans la fluidité, quoi, et qui produit des autoportraits qui, comme ceux de Cindy Sherman, sont truqués, maquillés, modifiés jusqu'à produire un nouveau corps. Et je pense que, pour faire écho au titre de notre table ronde, que la photographie peut à ce titre non seulement accompagner ou être témoin, mais aussi anticiper des changements sociétaux. Et les pratiques photographiques qui m'intéressent sont celles qui, à titre personnel, sont celles qui justement sont à la frontière entre fiction, anticipation et aussi documentaire lorsque ça part de corps qui sont des corps réels. Et je pense que peut-être qu'après si on ouvre et qu'on dit qu'il y a aussi, je sais pas, un vegan gaze par exemple, qu'est-ce que ce serait qu'un vegan qui photographie des animaux? Est-ce que d'un seul coup, on sait que des gens par exemple ont changé leur mode de vie après avoir vu un film ou après avoir vu un documentaire qui d'un seul coup les fait complètement changer leur perspective sur le monde? Je pense que la photographie peut parfaitement avoir ce rôle. Et donc pour revenir à ce que je disais, par exemple, toutes les communautés trans sur Instagram, sur Facebook, etc., qui produisent des images, ont très 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 largement contribué. Alors je suis pas sociologue et je suis même pas sûre qu'il existe de chiffres ou d'observations de ça, mais j'ai pu en faire l'observation à permettre à des personnes de découvrir qui elles étaient, de transitionner, etc., grâce à cette visibilité. Et aussi, la visibilité permet, dans une autre mesure, au grand public d'avoir accès à des représentations de corps qui, jusqu'à présent, n'étaient même pas cartographiés dans le domaine du possible, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait même pas imaginer que de tels corps, que de telles possibilités de vie existent. Et la photographie et les médias et les autres arts y contribuent chacun à leur manière. Et je pense qu'il y a une histoire de cette visibilité à travers la photographie qui peut être faite. Juste un mot, parce que Smith, vous avez parlé d'Instagram et du fait qu'une photo pouvait être beaucoup plus vue sur Instagram que n'importe quelle exposition. Elle est vue, mais est-ce qu'elle est regardée? Je veux dire, est-ce que vous faites la différence? Est-ce qu'il pourrait rester quand même la fonction on parlait hier matin, parce que c'était hier après-midi, pardon, c'était l'enjeu de la table ronde sur le tout numérique et évidemment
directeur du Jeu de Paume et le directeur de la Maison européenne de la photographie qui étaient présents, quant à Bajac et Simon Baker, évidemment voulaient croire que la rencontre avec l'œuvre, c'était quand même encore autre chose que sa présence numérique. Vous en pensez quoi? À titre personnel, moi je regarde les images sur Instagram, c'est-à-dire moi toute ma culture s'est faite en médiathèque, c'est-à-dire emprunter un objet culturel et le regarder à la maison avant qu'arrive le peer-to-peer sur Internet, etc. C'est-à-dire que ma culture cinématographique s'est faite en regardant des films en très mauvaise qualité sur mon ordinateur et plus tard, après, au cinéma. Pareil pour la photographie. Donc je pense que c'est une porte d'entrée. Quelqu'un qui scrolle toute la journée sans vraiment regarder pour mettre des cœurs n'a pas la même approche qu'un icono qui travaille en découvrant. Par exemple, je sais qu'à Libération, pour qui je travaille de temps en temps, ça arrive régulièrement que grâce à des hashtags, ils découvrent des écritures photographiques, professionnelles ou non, grâce à ce qu'ils ont vu. Donc je pense que Instagram, c'est juste un outil, il n'y a pas une seule manière de l'utiliser, mais pour moi, c'est un outil de découverte d'artistes qui est vraiment, vraiment important et que j'utilise aussi pour ça. André Günther. Alors vous avez compris que Jean-Loup Pivin veut vous mettre au chômage. Hein. Il a dit plus de texte sur les images. Mais non, c'était une blague. C'est-à-dire... Pas que ça se réduise à ça, c'est tout. Non, mais si vous voulez, le problème, vous l'avez dit vous-même, une image à propos de laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de légende, comme la décoration d'une église, elle ne peut être comprise en réalité qu'avec le prêche, le discours, l'explication du curé. Donc, toutes les images qui sont dans une église, elles sont des commentaires issus d'un texte qui est la Bible et qui est connu de tous les usagers et de tous les pratiquants. Donc moi, si vous voulez, j'ai la position à peu près inverse de la vôtre. Je me méfie énormément lorsqu'une image n'est pas accompagnée d'un énoncé clair qui revendique ou qui dit quelque chose. Parce que lorsqu'il n'y a pas cet énoncé, eh bien, c'est le règne des stéréotypes. C'est-à-dire que, parce que si on ne vous dit pas ce qu'il faut voir, vous allez pêcher dans le sac commun des stéréotypes pour projeter sur l'image, voilà, quelque chose qui n'a pas été énoncé. Donc, on va le dire très clairement, le male gaze, c'est quelque chose qui n'avait pas été énoncé, vous voyez ? Le fait d'avoir une image oppressive de la domination patriarcale était effectivement, pendant des siècles, c'est toute l'histoire de l'art, hein, c'est pas seulement le cinéma hollywoodien, quelque chose qui était resté un implicite, qui était resté en deçà. Moi, je préfère que les énoncés soient explicites, qu'on puisse les discuter, les contredire, le cas échéant, si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que l'image soit aussi ce qu'elle est aujourd'hui en réalité. C'est un énorme bouleversement, un espace de dialogue, de confrontation, de débat, et c'est la raison pour laquelle l'image peut devenir aussi un outil politique et un outil d'action, et pas simplement un espace de projection de stéréotypes. Mais je pense que la question, c'est est-ce qu'elle peut encore être autre chose, Jean-Loup Pivin, peut-être vous voulez réagir, puisque... Oui, c'est amusant, oui. C'est amusant de dire s'il n'y a pas de discours, ça devient un stéréotype. L'art, toutes les formes le monde des formes est irréductible au langage. Autrement, le langage, on n'a pas besoin de faire des formes dans ce cas-là. Irréductible, ça veut dire que j'ai pas le droit, vous voyez, de formuler quelque chose. Tous les droits. Mais bien sûr, je le prends. Je vous remercie de me le donner. Attendez, on va laisser répondre Jean-Loup Pivin. L'art est très important. Au langage. On fabrique de l'art parce que justement, on ne peut pas dire certaines choses. C'est tout. Si on croit qu'on peut mettre des mots. L'indicible, c'est le règne du patriarcat et des formes de pouvoir. Mais c'est invraisemblable, cette espèce de réduction avec des termes qui ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire, le patriarcat, tout d'un coup. Le patriarcat, ça ne veut rien dire. Mais non, vous êtes en train de prendre des termes d'insultes qui ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. Écoutez, c'est exactement, il faut que je comprenne. Là, pour le coup, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que je comprenne les mêmes mots que vous. C'est pour ça que quand vous voulez mettre des mots, je ne mettrai jamais les mots. Non, mais on est dans une discussion sérieuse. Je pense que là, ce qui vous sépare, c'est évidemment... Une personne qui n'a pas de masque. Moi, je suis vacciné, j'ai mes deux Oui, mais merci pour vous. Vous savez que le masque, vous le portez pour les autres aussi. Mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, donc, je pense que... Ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Non, bon, je pense que... C'est amusant, effectivement, de parler de ça, oui, comme ça, oui.
Bon, écoutez, je pensais pas qu'on en arriverait à la question du masque. En revanche, ce qui me paraît intéressant et ce qui paraît au cœur de votre conversation, alors, Robert, je suis désolé, je suis obligé de me tourner vers vous, vous êtes entre les deux. Non pas pour vous demander de faire l'arbitre, mais quand même pour essayer de comprendre. Vous êtes conservatrice dans un musée important qui est le musée d'Orsay. Et donc, est-ce que là, ce dont on est en train de discuter, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'image sans discours politique. Voilà, on peut plus comprendre une image sans son appareillage critique. Ce qui est d'ailleurs, je signale au passage, est un reproche que fait une sociologue comme Nathalie Eynick à l'art contemporain. Voilà, mais je vais pas lancer le sujet là-dessus dès maintenant. Ou est-ce que il y a, voilà, comme le dit Jean-Loup Pivin, c'est une réduction finalement de dire ça. Et l'image est un langage à part entière, et on doit pouvoir considérer qu'il est compréhensible en dehors du discours ou de la période qui est la sienne. Merci. Responsabilité, là, d'arriver. Oui, rude question. C'est vrai que moi, considérer qu'une image peut s'appréhender sans code, ça m'est difficile à envisager, en fait. L'idée il y a une délectation possible, une contemplation, et que elle se comprend sans accompagnement didactique, sans intermédiaire, justement en tant que conservatrice. Donc, j'ai une fonction à la fois d'étude, d'analyse, mais aussi de transmission et d'accompagnement. Et je sais bien à quel point, en particulier dans un musée de beaux-arts du 19e siècle, nos publics ont besoin, en fait, d'un discours. Alors, évidemment, ce discours, il est situé. C'est pas le même aujourd'hui que celui qu'il y a 20 ans. C'est pas le même si c'est moi qui le produis qu'un collègue. Et ça, c'est une vraie question. Mais je suis absolument convaincue que, voilà, on parle de quelque part. Et à ce titre, j'ai en tête ce projet d'exposition qui doit être monté à la Bibliothèque nationale, je crois qu'il a été présenté à Venise l'année dernière, autour d'Henri Cartier-Bresson. L'idée des commissaires, c'est de partir d'un corpus d'images que Cartier-Bresson a sélectionné, et chacun d'entre eux, donc il y a 5 personnes sollicitées, et chacun d'entre eux va en fait produire un discours sur une même image. Et on se rend compte à quel point l'image est fondamentalement polysémique, et elle engage les uns les autres, et chacun en fait produit un regard qui est situé. Et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant à appréhender et à envisager. Voilà la bonne réponse. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et évidemment, non, mais malgré tout, est-ce que... Vous en avez dit, c'est avec des gens qui sont des poètes et des... Voilà, mais vous allez avoir des choses différentes. Absolument. Mais est-ce que ça veut dire, Jean-Loup Pivin, qu'on est condamné à avoir une vision à la André Malraux de simplement la rencontre d'un individu et de l'œuvre, ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui justement dépassé un peu cette idée que voilà, c'était l'image en quelque sorte parle d'elle-même, et que les gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, rencontrent l'art justement simplement à travers l'œuvre? Écoutez, j'ai travaillé beaucoup sur l'art de la préhistoire. Non seulement en France, où on a créé des centres entiers avec la grotte de Nio, ou en Afrique, en Namibie, dans le Blou. S'il y a une chose où tout d'un coup, les historiens d'art ont eu un problème, ils n'y sont même pas allés d'ailleurs. Ils y vont depuis très peu de temps. Ils n'ont pas touché le monde de la préhistoire parce qu'effectivement, on ne sait rien. Par contre, il y a quelque chose qui est fascinant, qui est bouleversant, qui est plus que tout, qui est tout d'un coup de voir ces trucs qui ont 20 000 ans, 15 000 ans, 12 000 ans, qui sont bouleversants. Alors évidemment, en plus, le chemin pour y aller est toujours bouleversant lui aussi, et qui montrent bien qu'à un moment donné, on peut regarder des choses, être bouleversé. Et on parle de choc esthétique, mais c'est des grands moments, moi, de choc esthétique que j'ai jamais eu de ma vie. C'est avec ça. Donc, je me permets de dire qu'effectivement, je suis un fabricant de formes, donc je sais ce que je dis. Je veux dire, je sais que quand on fabrique des formes, j'ai ma culture, j'ai des codes. Tout le monde a des codes, sa culture. Mais bien entendu, on va pas dire qu'il n'y a pas de code. On va bien dire aussi que sur tout l'art de la Renaissance qui est inspiré par la religion, et chaque fois il y a plein de choses qui échappent, dont le trait lui-même, dont la façon dont les volutes sont faites, etc. Donc on voit bien que tout échappe justement à ce qui pourrait être réduit. Et Chastel,
puisqu'on est dans une salle tout à l'heure qui était celle d'André Chastel, le disait bien, le montrait bien. Donc on est bien dans quelque chose où on est tous nous-mêmes imbibés de culture de l'œil, pas seulement de discours, de culture de l'œil, qui fait qu'on regarde les choses d'une certaine façon. C'est pas hasard si effectivement on est obligé d'aller un peu plus loin dans un certain nombre de choses et qu'effectivement on met des mots et on met une suite d'images. Même très souvent, ce sont les suites d'images qui vont raconter des choses, qui vont dire, mais c'est non seulement la notion des différences qu'il peut y avoir, puisqu'on parle de minorité, d'identité, de machin, etc. Mais tout ce qu'il va montrer, c'est effectivement, c'est que on va montrer tout ce qui fabrique les différences, tout ce qui fabrique les nuances, tout ce qui fabrique les choses qui ne peuvent pas être réduites, en plus à un discours scientifique, pardonnez-moi. Un discours poétique, je le veux bien, mais pas scientifique, quoi. Marie-Robert. Oui, c'est pour aller dans votre sens et aussi pour revenir sur la question du gaze et du female gaze. Ce qui est très intéressant, c'est que tout récemment, vous avez peut-être entendu parler de ces travaux de cette préhistorienne qui s'appelle Marilène Patoumatis, oui. Et qui montre que finalement, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, c'est peut-être celles qui ont peint les grottes de Lascaux. Et c'est quand même une révolution conceptuelle que se dire que aussi il y avait des artistes et que c'était des femmes et qu'elles n'étaient pas là à attendre au coin du feu. C'était des femmes, c'était des enfants, c'était voilà. Des gens qui savaient, des gens qui ne savaient pas. C'est ça la force de toutes ces grottes quand vous allez voir. Absolument. Quand vous allez et c'est quand même chouette de savoir que vous vraisemblablement il y avait aussi beaucoup de femmes et d'enfants qui ont peint ces grottes. Et bien entendu. Mais c'est un discours qu'on n'a pas entendu. Le problème, à un moment donné, les communions se passent par rapport à autre chose. C'est pour ça que la notion de nous, excusez-moi, reste pour moi essentielle dans toute la façon dont le monde des formes est appréhendé. Par hasard, s'il y a plein de gens qui ne sont même pas regardés, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans un musée, le nombre d'œuvres qui ne sont pas regardées dans un musée, c'est impressionnant. Puis tout d'un coup, il y a un coup de projecteur qui est fait sur un artiste ou je ne sais pas quoi, tout le monde tout d'un coup redécouvre un artiste ou et que ce soit à Orsay ou ailleurs, on voit bien que tout d'un coup, il y a le monde, on regarde les choses différemment, parce qu'effectivement, l'époque, parce que le temps, parce que nos besoins, nos envies, Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir participé à cette rencontre qui s'est animée sur la fin. Voilà, donc merci beaucoup.